Bonsoir et bienvenue à cette première conférence du Crash, une conférence qui se passe comme tous les événements publics en ce moment dans des conditions particulières puisque le public est très clairsemé et que la plupart de l'audience est en streaming. Je précise que nous respectons les conditions sanitaires, la distanciation physique et si nous sommes à visage découvert, ça n'est pas une protestation anti-masque, mais c'est parce que, d'une part, la clarté du son est importante dans ces conditions et que, par ailleurs, évidemment, la distance physique est suffisante pour permettre de se dispenser de masque. Donc, ne voyons pas de protestation dans cette absence de masque. Cette conférence est intitulée « Les essais cliniques entre science et intérêts financiers et académiques ». Les intérêts financiers ne sont en effet pas nécessairement les seuls à être impliqués dans la question des essais cliniques. Et le point de départ de celle-ci, ça a été le Lancet Gate. Vous vous en souvenez sans doute, en mai dernier, le Lancet publiait un article issu d'une étude américaine concernant l'inefficacité de l'hydroxychloroquine. Alors même si la conclusion de cet article était juste, en effet l'hydroxychloroquine on a démontré son absence d'intérêt, la méthode utilisée pour parvenir à ce résultat était plus que douteuse. Je n'y reviens pas, je rappelle simplement que c'est dans le Lancet que cette étude était parue et que les suites, on le sait, l'article a été retiré du site du Lancet. Les suites ont donné lieu à ce qu'on a appelé le Lancet Gate, puisque l'une des plus prestigieuses revues médicales était mise en cause pour absence de sérieux, absence de vérification. Mais s'il n'y avait que cette affaire-là, ça ne mériterait pas qu'on s'y intéresse. En effet, le Covid a donné lieu à des dizaines de milliers, je crois 47 000 publications dites scientifiques en l'espace de 3 mois. Et on se doute bien que pour 47 000 publications en 3 mois, on n'a pas les réviseurs, les reviewers dont on a besoin pour tester la qualité d'un article. Donc dans cet emballement, il n'y a rien d'étonnant à ce que n'importe quoi ait pu être publié. Et en l'occurrence, cet article, c'était vraiment la nullité incarnée, une nullité intéressée naturellement, mais d'abord une nullité. En revanche, il renvoie à des questions extrêmement sérieuses, et je pense en particulier à 2 articles qui sont parus, alors il y a déjà longtemps de cela, l'un sous la forme d'un éditorial dans PLOS Medicine en 2009, dans lequel il était affirmé que les laboratoires, les compagnies pharmaceutiques contrôlaient désormais l'intégralité de la chaîne d'évaluation du médicament, c'est-à-dire depuis la mise à l'essai des tests, le contrôle des essais cliniques randomisés, jusqu'à la rédaction des résultats de ceux-ci, au moyen de rédacteurs scientifiques employés par des compagnies spécialisées détenues par les labos, rédacteurs scientifiques qui étaient en fait anonymes, puisque les articles désormais sont signés par des médecins universitaires dont le statut académique garantit en quelque sorte la qualité du papier, alors même qu'ils n'étaient impliqués en aucune façon dans l'étude et la rédaction concernant cette étude. C'est dans PLOS Medicine que cet article est paru, et c'était un article long et détaillé, par une brève mettant en question fugitivement les essais randomisés. Pourtant, à ma connaissance, mais peut-être que Pierre a une autre vue là-dessus, mais à ma connaissance, il n'a pas fait beaucoup de bruit, en tout cas pas suffisamment pour que, personnellement, m'intéressant tout de même d'un peu loin, mais tout de même m'intéressant de façon continue à ces questions, j'en ai eu l'écho. Un autre article publié par une non moins prestigieuse revue, le British Medical Journal, toujours en 2009, année faste pour la critique des labos, si j'ose dire, montrait l'importance des conflits d'intérêts à l'OMS, cette fois-ci, à tous les étages, c'est-à-dire dans tous les lieux
concernant la réaction de l'OMS à l'épidémie de grippe H1N1 de 2009. Et notamment ce qui concernait l'intérêt du Tamiflu et du vaccin. Le Tamiflu, dont l'efficacité a été prouvée par le laboratoire qui le fabrique, puisque c'est lui qui a procédé à l'évaluation, et le British Medical Journal, au terme d'une longue enquête, 3 journalistes pendant plusieurs mois, peu de journaux peuvent s'offrir une telle investigation, bien, au terme de cette longue enquête, avait conclu à la présence de conflits d'intérêts dans pratiquement toutes les commissions de l'OMS et aussi de l'Union européenne, si je me souviens bien, qui avait donc décidé de l'urgence de la vaccination et de la prescription du Tamiflu, alors même que d'ailleurs le BMJ produisait un article dans lequel il était démontré que le Tamiflu ne présentait pas plus d'intérêt pour la grippe H1N1 que l'hydroxychloroquine pour le Covid-19. Donc il n'y a rien de nouveau, au contraire, il y a une situation déjà très largement installée, et c'est de cette situation donc que nous souhaitons parler, nous, en tant qu'organisation médicale, à l'affût des nouveautés, des innovations thérapeutiques qui peuvent nous servir dans notre travail quotidien. Nous sommes au premier chef intéressés par la question de l'efficacité et des effets secondaires des médicaments, efficacité et effets secondaires dont la réalité maintenant est questionnable du fait de l'emprise des producteurs sur leur production, plus exactement sur l'évaluation de leur production. Alors pour en parler, nous nous sommes adressés à Pierre Chirac. Pierre Chirac que nombre d'entre nous connaissent, du moins ceux qui sont à MSF depuis plusieurs années, car il a été l'un des acteurs importants de l'Access Campaign, de la CAM. Il a été un conseiller pendant plus d'une dizaine d'années de la CAM, dans les années 2000. Il est pharmacien, pharmacologue et rédacteur de la revue Prescrire depuis, là aussi, de longues années. Alors j'avais mis au départ dans la présentation directeur de la publication de Prescrire, mais Pierre m'a corrigé. Il a voulu que ce soit rédacteur, mais tu es quand même également directeur de la publication de Prescrire. Voilà, donc ça n'est pas n'importe qui que nous allons écouter. C'est un grand connaisseur. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que la revue Prescrire est la seule revue d'évaluation des thérapeutiques qui soit totalement indépendante de tout financement de laboratoire, ne bénéficiant ni de publicité, ni de subventions d'un ordre quelconque, mais vivant entièrement de ces abonnements. Voilà, alors je lance Pierre Chirac avec une première question. Quel crédit peut-on, une première question très générale, très englobante, quel crédit peut-on apporter aux essais thérapeutiques contemporains, sachant que c'est théoriquement une méthodologie d'évaluation qui est censée être débarrassée de toute considération subjective, ou qui est censée être la plus scientifique possible. Et peut-être dans ton exposé, serait-il intéressant de t'entendre sur l'évolution de cette crédibilité, parce qu'il me semble que les problèmes que nous constatons aujourd'hui n'ont pas toujours existé, et qu'ils sont en rapport avec des transformations profondes de l'économie de la production pharmaceutique en général, sur laquelle je pense qu'il serait intéressant de t'entendre également. Voilà, Pierre. Donc on a convenu que Pierre parlerait environ une trentaine de minutes. Éventuellement, si j'ai un problème de compréhension, je n'hésiterai pas à demander un éclaircissement. À la suite de quoi, eh bien, la discussion sera ouverte, évidemment, aux participants physiquement présents, mais également par chat, par Vimeo, pour ceux qui suivent la conférence en streaming.